Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, qui n'est plus là, Madame la rapporteure, chers collègues. Lutter contre la fraude fiscale, voici une proposition de loi dont nous ne pouvons que nous réjouir. Et nous sommes d'accord avec les propos que vous avez tenus, Monsieur le Ministre, à ce sujet. La France ne fait pas assez pour récupérer l'argent qui devait être dans les caisses de l'État. D'accord également avec les propos de Monsieur Bruno Le Maire qui se dit révolté par l'évasion fiscale car elle ruine le consentement à l'impôt, même si cette loi, et nous y reviendrons, n'évoque pas cette évasion fiscale. Car en effet, la fraude fiscale représente, selon une fourchette communément admise et qu'on a déjà évoquée, entre 80 et 100 milliards de manque à gagner pour l'État. Elle coûterait 136 € par mois à chacun de nos concitoyens. Quand on mesure ce que cela représente, on s'étonne d'ailleurs que vous n'ayez pas soumis cette loi à la représentation nationale dès votre arrivée. Car dans quelques semaines, nous allons travailler sur le PLF 2019. Au regard des médiocres résultats de la politique économique du gouvernement, récupérer ne serait-ce que 20 milliards n'aurait pas été un luxe. Cela aurait permis, tout en respectant la divine règle des 3%, de répondre à certaines urgences en matière de santé publique, d'environnement, de police, de justice, voire d'éducation. Par exemple, les 800 millions de hausses prévues pour l'éducation nationale ne seraient pas conjuguées avec la suppression de 1800 postes. Ceci dit, chers collègues, il n'est jamais trop tard pour agir plus fermement avec les délinquants en col blanc. Comme 75% des Français, selon un sondage Odoxa de 2017, nous estimons que la fraude fiscale n'est pas assez sanctionnée malgré les mesures déjà prises. Il existe en effet un écart entre la fermeté des condamnations de principe contre les fraudeurs, que nous avons évoqué plus haut, et la rareté des sanctions. Votre loi va-t-elle proposer de véritables avancées sur ce sujet crucial? Malheureusement, pas assez pour être à la hauteur des émois de tous bords à ce sujet. Par probité, signalons toutefois les quelques progrès, les petits pas, comme il se dit, sur ce dossier. Il y a l'obligation pour les éditeurs de logiciels de fournir des codes sources pour lutter contre la dissimulation de la fraude. Il y a les mesures concernant les plateformes collaboratives. Il y a des articles renforçant les sanctions pour les délits de fraude ou de non-coopération avec les douanes, ou encore ceux visant à sanctionner les intermédiaires favorisant la fraude fiscale. Nous approuvons tous ces articles. Nous approuvons également la pratique du name and shame pour les sanctions pénales ou administratives. Mais ces avancées, d'ailleurs souvent minorées, nous le ferons savoir d'ailleurs tout au long de ce débat, ne vont pas jusqu'au bout d'une véritable politique anti-fraude. Pourquoi? En tout premier lieu, votre apparente volonté de lutte contre la fraude fiscale se heurte au texte que vous avez précédemment fait adopter. Je veux parler ici de la loi ESSOC, Société de confiance, qui limite la durée d'intervention des agents de la DGCCRF ou de l'URSSAF dans les entreprises et donc les chances d'appréhender des fraudeurs. Je veux également parler de la loi secret des affaires qui permettra de condamner les salariés qui alerteraient la justice sur les pratiques frauduleuses de leur entreprise. Par ailleurs, certaines mesures que vous présentez comme des avancées ne constituent qu'un vaste enfumage. Franchement, je pense à la soi-disant police fiscale, qui ne consiste finalement qu'à transférer des fonctionnaires et des pouvoirs de police de Beauvau à Bercy. La réalité, c'est que les services de contrôle fiscal ont perdu 3100 équivalents temps plein depuis 2010. La réalité aussi, c'est que le numérique, et ça, c'est les syndicats qui le disent aussi, ne pourront que compléter et non pas remplacer l'action des humains. Je pense également au verrou de Bercy. Si celui-ci n'est pas complètement ouvert, un premier tour de clé a certes été donné suite au travail en commission auquel nous avons largement contribué. Nous nous en félicitons et je remercie ceux qui mentionnent notre contribution. Mais à quoi sert ce travail si, dans un même temps, pour reprendre votre formule consacrée, vous remplacez le verrou de Bercy par un autre verrou, celui de Vendôme? En effet, la reconnaissance préalable de culpabilité prévue à l'article 9, le fameux plaider coupable, permet aux fraudeurs poursuivis en pénal et disposés à reconnaître leur tort de s'éviter un procès public en acceptant la peine proposée par le procureur de la République.
Ainsi, une multinationale pourra recourir aisément au chantage à l'emploi pour négocier indirectement une sanction plus faible avec le ministère de la Justice, et ce, grâce à une batterie de conseillers juridiques. De telles pratiques de la part d'entreprises comme Continental, Goodyear, General Motors ou encore Renault ont été constatées par le passé, empêchant le gouvernement de réformer ou le contraignant à accepter des plans sociaux dévastateurs. Dans la même veine, à quoi sert de pouvoir transmettre les fautes les plus graves au procureur si vous étendez dans le même temps la convention judiciaire d'intérêt public au délit de la fraude fiscale? On sait que des banques comme HSBC ou la Société Générale préfèrent payer des amendes d'ailleurs prévues dans leur schéma financier que de passer devant la justice. Ce faisant, vous ne faites rien pour les dissuader de frauder, absolument rien en matière de dissuasion. Ces articles 9 balayent donc les avancées de ce texte. Ils permettent aux puissants d'échapper à la même justice que les autres contribuables. Enfin, Monsieur le ministre, je l'ai déjà évoqué, rien dans ce texte ne concerne l'évasion fiscale. Pourquoi n'avoir pas entendu les conclusions très riches du rapport de la Commission pour compléter cette loi? Car selon l'économiste Gabriel Zucman, à l'échelle mondiale, plus de 40% des profits réalisés par les multinationales sont délocalisés artificiellement dans les paradis fiscaux et 8% de la richesse financière des particuliers y est dissimulée. Mes chers collègues, cette évasion fiscale détruit l'environnement. 68% des capitaux étrangers investis dans la déforestation de la forêt amazonienne ont transité par des paradis fiscaux. 70% des navires de pêche impliqués dans la surpêche sont enregistrés dans des paradis fiscaux. Vous ne semblez pas avoir pris la mesure de l'urgence de la situation. Avec ces milliards de manques à gagner pour l'État, nous pourrions, comme nous le suggérons souvent dans la France insoumise, financer le plan d'investissement massif pour parer aux urgences sociales et environnementales. Mais les propositions de cette loi en matière d'évasion fiscale sont plus que timorées. Certes, vous intégrez à notre liste la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne, comme demandé par le Conseil de l'Union européenne. Seulement, celle-ci ne prend pas en compte les paradis fiscaux que sont l'Irlande, le Luxembourg ou Malte, que vous connaissez bien. Ce sont eux qui vous empêchent de mener à bien votre réforme fiscale. Les traités ne permettent pas cette harmonisation, et nous ne sommes pas responsables de ces traités. Cela n'a rien à voir avec je ne sais quel anti-européanisme. Et ce n'est pas être pessimiste que de parier sur l'échec des négociations en cours pour mener cette réforme. C'est être réaliste. Et nous vous proposons donc par voie d'amendement d'agir unilatéralement dès cette semaine pour récupérer ce que les multinationales nous doivent à tous et toutes. Premièrement, créer une notion d'établissement stable caché applicable aux entreprises non résidentes ayant une activité numérique continue sur notre territoire. Si elles refusent de payer, nous opérerons une retenue de 26% sur les paiements réalisés par les clients nationaux en direction de cette entreprise. Deuxièmement, mettre en place une taxe de 10% sur le chiffre d'affaires des GAFA, comme l'ont déjà fait d'ailleurs l'Italie et la Slovaquie, afin de montrer le chemin à nos partenaires européens. Avec ces mesures simples, d'ailleurs reprises dans le rapport sur l'optimisation fiscale réalisé par nos collègues de la majorité, nous pourrons d'ores et déjà récupérer une partie de ce vol à grande échelle. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous ne sommes que très peu satisfaits par les mesures proposées par ce texte. C'était le sens de notre renvoi en commission. Maintenant, notre vote sera conditionné à la suppression des articles 9 et 9 bis, ainsi qu'à la prise en compte de nos propositions d'urgence sur l'évasion fiscale. Je vous remercie. Merci, Madame Rubin. La parole est à